Donc je les remercie toutes les deux d'avoir accepté de passer 2 heures avec nous pour présenter chacune leur livre. Lucette Valenzy va nous présenter ce qu'elle n'avait pas trop prévu de faire parce qu'elle voulait surtout parler du livre de Daniel, mais elle va pouvoir le faire quand même, de mémoire. Elle va nous présenter Juifs et musulmans en Algérie, un livre qu'elle a écrit dans le cadre du projet Aladdin, et peut-être que vous pourrez nous expliquer de quoi il s'agit, et qui a été publié en 2016 dans la collection Histoire partagée chez Taillandier. Quant à Danielle David-Selbon, elle présente, elle, Paris, Tunis, Kairouan, et c'est Kairouan qui est très important, un retour aux sources. C'est un récit qu'elle a publié aux éditions Hémisphère à la fin de 2017. 2018, c'est paru en fait. Février c'est paru, 2018. Voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant à la lecture de leurs deux livres, et puis je les connaissais un petit peu toutes les deux, c'est qu'elles ont eu des parcours personnels parallèles, à quelques années de distance. Des années, il faut bien le dire, les années 50, 60, où tout a changé pour les femmes en général, sur les deux bords de la Méditerranée, pour la Tunisie, pour l'Algérie et pour leurs habitants, qu'ils aient été juifs, musulmans ou européens dans le cadre de la colonisation. Donc toutes les deux issues de la communauté juive de Tunisie, et on verra qu'on parlera peut-être beaucoup des communautés juives. Elles accèdent à l'enseignement supérieur français grâce à l'école publique française de Tunisie. C'est Lucette Valenzy qui ouvre la voie en réussissant brillamment agrégation et doctorat d'histoire, et elle devient une spécialiste reconnue de l'histoire méditerranéenne, maghrébine et européenne. Et je lui disais tout à l'heure, je lui redisais à quel point sa thèse de doctorat sur les fellahs tunisiens m'avait aidé à me situer, moi, en Tunisie, dans un gros bourg rural. Quand je l'ai lu en 1978, j'ai mieux compris qui étaient les malades de mon mari, qui étaient mes élèves au lycée, grâce à ce livre. Quelques années plus tard, différence d'âge aidant, Danielle David-Selbon suit un parcours semblable et elle s'oriente vers la philosophie et la sociologie. Elle s'engage dans la formation permanente au sein de l'IFOREP, un organisme de formation permanente dépendant d'EDF, et elle y dirige, entre autres, des recherches sociologiques sur l'évolution du travail dans l'entreprise, sur la vie des agents et leurs familles. Et elle transposera cette pratique de la recherche sociologique à la recherche historique qu'elle entamera une fois sa vie professionnelle terminée. Alors, de multiples liens rassemblent ces deux livres, et moi j'ai été vraiment impressionnée par les passerelles qui se créaient sans arrêt quand je passais de l'un à l'autre en les lisant en parallèle. Mais il y a un lien qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'au détour d'un paragraphe, Daniel dit que Lucette Valenzy a été l'historienne reconnue qui l'a encouragée à se lancer dans la recherche qu'elle se proposait de réaliser sur l'histoire de sa famille et de la communauté juive de Kairouan, alors que nombre d'avis étaient plutôt réservés. Donc ça a été une lecture pour moi à la fois passionnante, parce que j'ai appris énormément de choses, et émouvante. Et j'espère que pour vous aussi, cette rencontre vous permettra de partager intérêt intellectuel et émotion. En effet, ce sont des faits maintenant méconnus et parfois douloureux que les deux chercheuses, dont les familles en ont été partie prenante, que les deux chercheuses rapportent. Parce que toutes les deux sont des femmes qui donnent une juste place à la dimension féminine de cette histoire. J'ai été intéressée par le fait que les femmes n'étaient pas oubliées. Et c'est très rare que les femmes ne soient pas les grandes oubliées. Il y avait ce titre de livre, on a encore oublié Madame Freud. Eh bien, là, non, vous n'avez pas oublié Madame Freud. Donc, les femmes la dimension féminine est présente. Et
vous trouvez toutes les deux la bonne distance pour évoquer les faits, parce qu'il y a d'une part l'implication personnelle qui donne corps, qui donne chair à l'histoire, qui fait que ce n'est pas quelque chose de sec, hein, et d'autre part, il y a la distance scientifique qui contextualise les faits, qui les compare, qui les met en relief, qui les analyse. Donc, comme son titre l'annonce, Juifs et musulmans en Algérie, 7e, 20e siècle, mais nous demanderons de parler plutôt du 20e, pour nous centrer un peu. C'est une synthèse de l'histoire des communautés juives du Maghreb central et de leur relation avec la communauté musulmane. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que bien que la documentation soit très très riche, même un lecteur non initié, comme j'étais, s'y retrouve bien. Donc j'espère que vous aussi, vous y retrouverez bien. Dans le livre de Daniel David Sedbon, nous suivons les aléas de l'histoire en train de se faire. Le récit part d'un déclic personnel qu'ont été les décès de proches très aimés qui ont amené Daniel à rétablir le lien entre elles et le passé tunisien arabe de ces personnes qu'elle aimait et qui sont mortes. Dont un oncle, vous le direz, qui, quelques heures avant sa mort, chante en arabe. Et là, ça vous dit de la poésie en arabe. Voilà, dit de la poésie en arabe. Donc, ce livre passe par les tâtonnements, la gestation, les transformations du projet, et on voit des fils qui s'entrelacent, le passé, le présent, l'un appelle l'autre, et vous verrez, ça se nourrit, le passé et le présent se nourrissent. Nous avons donc deux genres littéraires, dans des styles très différents, mais les deux ouvrages se rencontrent pour mettre en relief les singularités et les aspérités des communautés juives diverses du Maghreb qui vont subir le choc de la colonisation et vivre entre arabité et occidentalisation pendant plusieurs générations. Et Daniel viendra peut-être sur ce point-là. Elle a beaucoup insisté pour que dans le titre, il y ait ce mot « entre ». Entre arabité et occidentalisation, et non pas de l'arabité à l'occidentalisation. Alors, dans la diversité des communautés, des milieux sociaux, des choix culturels et politiques difficiles, contradictoires, il va falloir effectuer ces choix, quelquefois dans le déchirement des familles, dans les conflits, quelquefois des individus vont s'isoler, et il va y avoir un phénomène assez général de séparation des juifs des musulmans, sans pour autant que les juifs, au moins tant que dure l'époque coloniale, avant le grand départ de 1962 pour l'Algérie, s'intègrent vraiment aux Européens. Donc, je vais d'abord demander à Lucette Valenzy d'ouvrir la focale assez large sur les communautés juives du Maghreb central, et on verra, ce n'est pas très différent de l'Algérie, des Crémieux ou pas des Crémieux, pas différent de la Tunisie. Et puis ensuite, Daniel David Sedbon précisera des traits à travers l'histoire de sa famille et de la communauté juive de Kairouan. Alors, selon le principe adopté ici depuis longtemps, chacune a environ un quart d'heure, 20 minutes, un peu plus si elle le souhaite. Et ensuite, c'est le dialogue avec vous. À vous la parole, mais je crois que vous avez un micro. C'est ça. Et qu'il n'y a que moi qui dois porter ça. Merci pour cette très généreuse introduction. De fait, je m'étais préparée à parler du livre de Daniel et pas du tout du mien qui était fini en 2015 et que j'ai un peu oublié. Donc vous allez m'excuser, ça sera un petit peu vague. Ce que je dois indiquer tout de même, c'est que le livre appartient à une série qui porte le nom d'Histoire partagée et qui relevait, comme Monique l'a dit, du projet Aladdin. Le projet Aladdin, c'est un projet qui relève d'une fondation privée qui s'est employé pendant très longtemps à faire connaître l'Holocauste et les camps de concentration, et qui a organisé des voyages
d'élèves, de lycéens, de collégiens, de femmes musulmanes, d'imams, de gens de la société civile en général, jusqu'à Auschwitz, pour bien faire mesurer et l'horreur de ce qui s'était passé et la réalité de cette horreur, puisque c'était mis en question, y compris dans nos collèges et lycées. Puis, après le très fameux rapport Aubin sur la déscolarisation des enfants juifs qui quittaient les écoles publiques parce qu'ils étaient molestés à la sortie des écoles par leurs camarades d'école, après la rédaction de ce rapport Aubin, le rapport est resté secret, enfoui dans un des tiroirs du ministre de l'Éducation de l'époque, qui était M. Fillon. Et puis, comme dit Aubin de manière assez amusante, il a dit « le rapport a fuité ». Et donc, subitement, les gens l'ont vu apparaître sur leur écran où ont appris par les journaux le contenu du rapport. Et Aladin a pris l'initiative de lancer un enseignement à destination des professeurs d'histoire-géographie ou de littérature, des inspecteurs d'enseignement, afin qu'ils soient mieux outillés pour comprendre quelles avaient été les relations entre juifs et musulmans dans le passé. Parce que ce n'était plus du tout l'écho qu'ils recevaient de leurs élèves. La Fondation Aladin a donc lancé un programme d'enseignement auquel j'ai eu l'honneur de participer. Nous nous sommes déplacés vers différentes académies et nous avons parlé à nos collègues du secondaire et aux inspecteurs correspondants. Et puis a surgi l'idée de faire des livres pour que nos collègues aient les outils nécessaires. Et ces livres ne sont pas des ouvrages de plus sur la communauté juive ou les communautés juives de chacun des pays. Il y a beaucoup de livres là-dessus, soit des livres de témoignages, soit des livres de vulgarisation, soit des livres de recherche beaucoup plus érudits. Mais l'idée du partage, l'idée de la relation, qui peut être positive, mais qui peut être dure à certains moments, conflictuelle à certaines périodes, ou conflictuelle tout le temps, c'était ce qu'il fallait chercher. L'idée d'étudier plutôt les relations, de mettre l'accent sur les relations, était neuve. Et on a donc constitué une sorte de comité scientifique. En fait, les collègues se connaissent tous. Hein. Et donc, on s'est distribué le travail. Et comme Benjamin Stora n'était pas disponible à l'époque, il participait à ce grand projet qui a donné lieu au volume publié avec le regretté Medeb sur les juifs et musulmans dans le monde musulman. On m'a collé, si je puis dire, le livre sur l'Algérie. Et évidemment, je suis moins familiarisée avec l'histoire de l'Algérie qu'avec celle de la Tunisie, où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai même enseigné après mes études pendant plusieurs années. Mais je me suis attelée à la tâche, et donc je me suis posé la question donc, des relations depuis que le Maghreb central, qui ne s'appelait pas l'Algérie aux différentes périodes, quelles étaient les relations entre juifs et non-juifs, puis juifs et musulmans, et jusqu'à leur disparition. En 1954, il y a environ 130 000 juifs en Algérie, dont presque tous ont la nationalité française depuis le fameux décret Crémieux. Je dis presque tous parce que dans le Mzab, ils ne sont pas français, ils sont encore indigènes. Et c'est en 1962 que, d'un jour à l'autre, ils deviennent français, sont chargés dans des avions et sont emportés en Alsace, où ils vont être installés dans un village spécialisé dans la production de bière. Bon. Donc ils sont tout à fait rapatriés, au sens littéral rapatriés. Ils n'avaient jamais mis les pieds en France. Beaucoup ne parlaient pas français. Ils n'avaient jamais entendu parler de ce village, de ce bourg producteur de bière. Et je dois dire que c'est un de mes collègues que je respecte beaucoup, qui a pris en main de les aider à s'adapter à ce climat étranger, le Mzab désertique, et l'Alsace.
Vous voyez. Et donc c'est Freddy Raphael qui a organisé, qui est sociologue, qui était sociologue à l'université de Strasbourg, qui a pris l'initiative d'aller vers eux, d'essayer de les adapter, de les aider à comprendre comment les choses se passaient en France, etc. Et à réorganiser leur vie religieuse sur un mode différent, ce dont ils éprouvaient un vif besoin. À l'époque, donc, quand se déclenche la guerre d'indépendance de l'Algérie, les Juifs sont distribués en 250 communes. C'est considérable. Ils sont distribués sur l'ensemble du pays et même dans les régions les plus désertiques. Et ils ont progressé avec la colonisation, c'est-à-dire que au lieu d'être confinés à Tlemcen, Alger, Constantine surtout, qui est une grande capitale de la population juive avant la colonisation, ils ont poussé dans d'autres villes qui ont été créées par la colonisation, dans les camps militaires qui se sont transformés en villes, dans les centres de colonisation. Et donc, parfois, il n'y avait que 2-3 familles juives dans un bourg donné. Et ça signifie que les enfants fréquentaient l'école avec des Français, avec des Algériens musulmans, et que, pour certains, ils témoignent qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Ils l'apprennent quand il y a un coup dur. Alors, on m'a demandé de parler plutôt du XXe siècle. Je me suis interrogée tout le long du livre, quelle était la nature de la coexistence? Quelle était la nature des relations? Et je pensais un peu en concept, ça n'apparaît pas dans le livre, autrement ce serait foncièrement barbant, mais je pensais extorsion, conversion forcée, déplacement forcé, expulsion. Je pensais au fond en catégorie de l'histoire européenne. L'Espagne, la France, qui expulsent les Juifs, qui n'en donnent pas le droit d'exister. Extorsion, expropriation, conversion forcée, tout ça, ce sont des expériences qu'on apprend avec l'histoire de France ou qu'on n'apprend pas suffisamment avec l'histoire de France ou l'histoire européenne. Et je regardais de l'autre côté, les Juifs sont toujours une minorité. Et une minorité, à part des cas rares, ne dirige pas, ne tient pas le haut du pavé. Alors, il y a le cas des Mamelouks qui sont des esclaves et qui viennent de Turquie et qui gouvernent le monde arabe entre XIIe et XVIe siècle. Bon, mais c'est trop long pour vous expliquer comment une chose pareille est pensable. Mais autrement, les minorités, forcément, c'est des minorités dominées. Okay ? Et alors, je cherche comment ça se manifeste. Et est-ce que la domination, c'est, comme certains le disent, une humiliation quotidienne, etc. Et mon impression, étudiant les sources de près, ou les témoignages, ou les textes juridiques traduits, etc. Mon impression est que chacun connaît sa place et qu'il y a une coexistence relativement pacifique. Je compare toujours, pour les périodes du passé, la condition des Juifs à la condition des femmes. Nous, femmes, avons été dominées pendant des millénaires. Et pourtant, je pense qu'il est arrivé à beaucoup de femmes d'être heureuses. Oui, vous voyez bien, ça vous fait rire. Bon, donc je pense que, oui, être dominé, c'est pas bien. Pour aujourd'hui, c'est pas bien du tout, c'est pas acceptable. Mais dans le temps, non seulement c'était acceptable, même pour les femmes, qui reproduisaient le système avec leurs filles et leurs brus, etc., mais chacun connaissait la division du travail, les rôles qu'ils avaient à jouer, et on s'adaptait à ça. Je pense que pour les Juifs et les musulmans de Constantine ou de Tlemcen ou d'autres villes, c'était le même type d'accommodation, si vous voulez, avec des périodes de crise. Alors pour le XXe siècle, il y a eu une période de crise, c'est 1934, où des émeutes ont éclaté à Constantine, mais aussi à Ain Beida, à Bizo, à d'autres centres où existaient des familles juives. Les magasins ont été saccagés, certaines familles assassinées, des meurtres ont été commis par des foules de gens du coin. Et jusqu'à présent, on n'est pas tout à fait sûr des circonstances dans lesquelles ces choses ont éclaté. Donc j'explique dans un chapitre entier ce qui s'est passé et ce qui s'est passé après coup. Voilà.
Donc je n'ai pas du tout caché les périodes difficiles, car je suis classée comme trop cool, ne dénonçant pas assez les mauvais traitements que les Juifs n'ont pas cessé de subir, etc., comme s'ils étaient les seuls à subir des mauvais traitements. Bon. Alors, je ne veux pas minimiser la situation des minoritaires, mais je pense que les sociétés juives étaient diverses et hiérarchisées, que ce n'était pas la même chose d'être un savetier à Alger ou un Bakri à Alger, que certains étaient proches du pouvoir et en subissaient aussi les conséquences. Ils s'enrichissaient, mais si on se révoltait contre le dé, eh ben, on était assassiné en même temps que lui. Mais voilà, mais le dé était assassiné plus d'une fois. Donc la misère des Juifs, elle accompagne aussi la misère des gens exposés. Pour revenir au XXe siècle, la situation des Juifs est plus complexe qu'on a tendance à le croire. On entend souvent, depuis le décret Crémieux, les Juifs sont français, donc ils accompagnent le destin des Français et ils partent quand les Français s'en vont. En vérité, l'antisémitisme de la population coloniale était virulent. Il y avait une presse antisémite à la fin du XIXe siècle. Pendant l'affaire Dreyfus, la population coloniale a été de manière vicieuse antisémite, appelant au boycott, détruisant les magasins, etc. Puis, pendant la période de Vichy, pour faire vite, parce que je ne veux pas abuser de votre temps, pendant la période de Vichy, l'Algérie n'a pas été occupée par les Allemands, contrairement à la Tunisie. Et pourtant, non seulement le statut des Juifs a été appliqué, mais il a été renforcé. Il y a eu un numerus clausus qui a chassé les enfants des écoles et des collèges et de l'université. Derrida le raconte et beaucoup d'autres le racontent dans leurs souvenirs. C'est un souvenir cuisant parce que d'un seul coup, tous les projets qu'on avait s'évanouissent. On ne peut plus aller à l'école. On ne peut plus faire de plans sur l'avenir. Il n'y a pas eu qu'un numerus clausus. Il y a un numerus pour les écoles. Ça a existé aussi pour les activités d'avocats, de médecins, de dentistes et même pour le commerce. De sorte que les gens étaient privés de leurs moyens d'existence et ont dû utiliser toutes sortes de subterfuges pour survivre. Et ils ont perdu la nationalité française du jour au lendemain. Nationalité qui n'a pas été rétablie quand les Alliés ont débarqué. Il a fallu attendre plusieurs mois avant qu'ils reviennent à leur statut que les musulmans pouvaient considérer comme un statut privilégié, mais dont en même temps ils ne jouissaient pas pleinement comme un Français qui venait de France, ou comme un Espagnol qui était francisé automatiquement depuis les années 1880. Et la première chose que les Juifs aient faite quand ils ont été renaturalisés, c'est de s'inscrire pour lutter, s'enrôler dans l'armée, pour les hommes bien sûr, s'enrôler dans l'armée pour montrer qu'ils étaient de vrais patriotes. Et ils ont publié un livre à la gloire des Juifs algériens. Il n'est pas question des rabbins, il n'est pas question des lettrés, il n'est pas question des érudits, il n'est question que de ceux qui sont morts pour la France. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment reprendre le drapeau et de fait, en 1962, ils s'en vont presque tous, en même temps que les Français dits de France. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant du côté de la Tunisie et plus précisément de Kairouan. D'accord, merci. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée pour présenter mon livre. Merci à l'IREMO, merci à Monique Cerizet, c'est quand même elle qui m'a contactée. Et je vais essayer de ne pas être trop longue, mais je voudrais quand même présenter 3 points de ce livre paru en 2018. Très vite, pourquoi et comment j'ai fait ce livre, qui n'était pas du tout un livre au départ pour moi. Deuxième chose, qu'est-ce que moi j'en ai retiré de ce travail de recherche? C'est un travail de recherche, je l'appelle comme ça. Et troisième chose, je voudrais quand même évoquer l'accueil et les retours que j'ai eus dernièrement, puisque je reviens d'un voyage de 3 semaines en Tunisie, et où j'ai présenté dans 4 lieux différents mon livre.
Et je dois dire, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire dont j'ai envie de vous dire quelques mots. Voilà. Pour qu'on termine, pour moi, parce que ce livre est viré vers l'avenir. Il n'est pas seulement un travail sur le passé, même si, au départ, c'est ça qui va me conduire à m'y mettre, c'est vrai. Donc, pourquoi j'ai fait ce livre? Comme l'a rappelé très vite Monique, j'en avais fini avec ma vie professionnelle, qui n'a pas été du tout celle d'une historienne du Maghreb, ça je tiens à le dire, pour me différencier de Lucette Valenzy, grande historienne reconnue, etc., et par rapport à laquelle je suis assez intimidée d'intervenir aujourd'hui, je dois dire, mais très honorée. Bon, voilà. Donc ça n'a pas été ça ma vie professionnelle. Elle a été celle dans un institut essentiellement de formation et de recherche, mais très liée à l'éducation populaire, puisque j'avais décidé d'abandonner l'éducation nationale comme enseignante de philosophie pour entrer dans cet institut à une époque d'engagement politique, je dois le dire, qui faisait que je pensais que la question de l'accès à la culture, le droit à la culture, l'émancipation des travailleurs en France, c'était une question très actuelle. Voilà. Donc, ça, c'est la première raison, je pars à la retraite. Deuxième chose, c'est en effet le décès de deux personnes très importante pour moi, mon oncle, qui par ailleurs a été un personnage dans ma jeunesse, parce que c'est lui qui m'a initié aux idéaux marxistes, aux textes marxistes avant que ce soit ma prof de philo à l'époque, et qui est, comme une minorité l'ont été de juifs tunisiens ou de tunisiens juifs, ça apprendra les choses comme on veut, engagés pour l'indépendance de la Tunisie. Qui m'a ouvert à me sentir partie intégrante du peuple tunisien. Grand mot. Voilà, qui va être questionné à certains moments, bien entendu. Et donc ma mère, qui décède 3 mois après lui, et qui, elle, va surtout me transmettre 2 mois avant son décès, qui va avoir envie de me raconter ses souvenirs de son enfance à Kairouan, parce que moi je suis née à Tunis, mais ma famille est originaire de Kairouan, du côté maternel comme du côté paternel, et au niveau de mes grands-parents, de mes arrières, je ne sais pas, oui, puisque je dis dans mon livre qu'il y a une arrière-grand-mère qui a été assassinée à Kairouan en 22, c'est vrai, mais donc toute une histoire de famille qui a vécu à Kairouan et dont je ne connaissais pas du tout l'histoire. Voilà. Donc ma mère va vouloir me raconter ses souvenirs d'enfance liés justement à un moment aigu, puisqu'il s'agit d'une émeute qui va éclater à Kairouan dans la fin de la Première Guerre mondiale, en 1917, et où des soldats tunisiens, accompagnés de la population locale, venant demander des comptes aux autorités coloniales et qui leur auraient dit, en guise de réponse, d'aller voir du côté des Juifs de Kairouan, parce que là, il y avait des riches, des bijoutiers, des teinturiers, etc., qui, eux, s'étaient enrichis pendant la guerre. Et c'est ainsi qu'une émeute éclate, très violente, puisque ça va saccager magasins, maisons. Bon, tant la frayeur a été grande, me racontait ma mère, que beaucoup de Juifs ont décidé de quitter, de familles juives, ont décidé de quitter Kairouan sur le champ pour aller se réfugier à Sousse. Bon, mais voilà que sa famille, son père, qui était un commerçant en céréales dans le souk de Kairouan, on est en 17, qui revenait, qui est alerté par les événements, va lui être épargné parce que la population locale va dire non, vous ne touchez pas à Shalom Baranès, ni à sa famille, ni à sa maison. Bon. Ma mère me raconte ça 2 mois avant de mourir. Nous sommes ici fin 2006. Ma mère me raconte ça parce que, c'est comme ça que je l'ai analysé, une mémoire était réactivée, une mémoire
douloureuse était réactivée en France, parce qu'on venait de vivre en France le premier crime antisémite terrible qui s'est déroulé, alors que depuis que nous étions en France, et nous sommes arrivés en 1964, nous n'avions jamais connu ça. C'est le crime du gang des barbares pour Ilan Halimi, et qui va causer une très grande... Bon, voilà. Et ma mère va, au fond, avoir besoin de me dire, de me transmettre, c'est comme ça que je l'ai analysé après coup, de revenir sur la réalité des rapports entre juifs et musulmans, en tout cas telle qu'elle l'avait vécu à Kairouan, et dont elle se souvenait que sa famille avait été sauvée par la population locale. Voilà, ma mère décède. Le troisième élément important qui va déclencher ce travail, c'est ma rencontre avec l'historien Habib Ghazali, qui est tunisien, bien entendu, et qui, je dois le dire, m'a ouvert, je le dis comme ça dans mon livre et dans les pages de remerciements, qui m'a ouvert les portes de mon retour au pays natal, parce que je le rencontre dans un séminaire, nous échangeons, et il me dit, si vous avez envie de faire un travail de recherche sur les traces de l'histoire de votre famille à Kairouan, vous pouvez me contacter. Bon. Donc, dès mai 2007, je vais faire mon premier voyage à Kairouan, ville dans laquelle, je dois le dire, je n'avais pas mis les pieds avant de quitter la Tunisie. Donc, c'est mon premier voyage à Kairouan. Et me met à la disposition un étudiant pour me guider dans cette ville que je ne connaissais pas. De ce travail sur les traces d'une histoire familiale, qui au début m'intéressait en tant que telle, les questions de mémoire et histoire, je fréquentais des séminaires à l'École des hautes études autour de ça, va s'élargir pour moi à l'idée de l'intérêt d'une enquête sur la mémoire et l'histoire de la communauté juive de Kairouan, puisque je découvrais par des archives, etc., que communauté il y avait eu, mais dont on parlait extrêmement peu, je dois le dire. Il y avait un silence assez remarquable dans ces années, y compris en Tunisie, sur l'existence de juifs à Kairouan à l'époque coloniale. Il y avait une mémoire des juifs à Kairouan au Moyen-Âge, parce que Kairouan a été la ville glorieuse de l'islam à l'époque des Aghlabites, etc., et au cours de laquelle les Juifs ont vécu dans un rapport d'échange, de cohabitation très important avec les musulmans, mais Juifs à l'époque contemporaine, hein, on en parlait très peu. Donc voilà, quelque chose me dit c'est intéressant d'aller, d'autant plus que, en effet, j'avais envie de contribuer à ce travail que menait ce laboratoire de recherche d'Habib Ghazali à la Manouba autour de l'histoire des minorités en Tunisie, dont l'histoire de la minorité juive. Voilà, donc à partir de là, je vais même vouloir faire un projet de thèse qui va ne pas exister, parce que, troisième élément important, c'est qu'à partir de 2011, fin 2010, interviennent les événements de la révolution tunisienne et janvier 2011. Donc j'avais déposé un projet de thèse, je retourne en Tunisie à partir de avril 2011 pour à la fois vivre la révolution tunisienne, parce que je me sens concernée par ce qui se passe en Tunisie et envie d'y participer, de comprendre ce qui se passe et de continuer mon enquête de terrain pour suivre ma recherche. Mais les échos qui me parviennent de Kairouan vont refroidir mes ardeurs, puisque vous savez que très vite, Kairouan, à partir de fin 2011 et 2012 et 2013, vont être la proie des groupes salafistes les plus radicaux, les plus violents, avec les congrès de Ansar et Shariat, c'est-à-dire les groupes les plus violents, dans lesquels
un journaliste tunisien reconnaît qu'on entendait « mort aux Juifs », comme « mort aux mécréants », etc. Des appels de ce type. Donc, on me déconseille, bien entendu, d'aller à Kairouan à ce moment-là. Alors voilà, c'est à partir de là, quelque chose va se développer ou se modifier dans mon travail. Je laisse tomber complètement l'idée d'un projet de thèse. Parce que le terrain, c'est pour ça que je parle des aléas de la recherche, ça ne me paraît pas possible à ce moment-là. En même temps, j'ai envie de continuer à travailler sur cette question que je ressens comme tabou. Et c'est un mot, je peux vous dire, que je ne regrette pas d'avoir employé. Je reviendrai tout à l'heure, mais je dis juste un mot. Parce que là, dans mes rencontres que j'ai eues dernièrement en Tunisie, quand j'ai pu aller présenter mon livre à Kairouan, il y a un Kairouanais qui est venu vers moi et qui m'a écrit après un mail magnifique en me disant qu'il avait beaucoup aimé mon livre, mais que surtout, il trouvait ça super que j'ai voulu travailler sur cette question taboue, il reprend le mot, Kairouan, même selon lui pour les esprits les plus ouverts en Tunisie, des rapports juifs-musulmans. Donc j'ai ce témoignage qui me paraît quand même très, très intéressant. Voilà, donc question taboue, parce que 2009, je suivais donc bien sûr toute l'actualité en Tunisie. Kairouan est décrété comme capitale de la culture islamique, capitale culturelle de l'islam de la Tunisie. Et je peux vous assurer que j'ai suivi les programmes de colloques, etc. On parlait de tout, mais très peu de l'existence même de juifs à l'époque, à cette époque moderne et contemporaine, l'époque coloniale. Alors, même des bouquins, voilà, peu de traces. Alors, je vais continuer et en cherchant à développer enquête à partir de témoins, de recueils de témoignages, de travail sur les archives nationales en Tunisie, mais aussi ici de l'Alliance israélite universelle, et de lecture autour des voyageurs, parce que Kairouan, il faut quand même en dire deux mots, à l'époque coloniale, a été la représentation même de la ville, bien sûr symbole de l'islam, que les militaires, et il y a des textes, vous verrez dans mon bouquin, rêvaient de conquérir et où se mélangeaient tous les fantasmes les plus assez intéressants, aussi bien sexuels, parce que Kairouan était aussi cette ville à la fois d'une énorme religiosité, une image mythique comme ça, et en même temps, image de la prostitution. Donc on a tout ça dans les récits et les fantasmes autour de la conquête coloniale de Kairouan. Bon. Alors, je passe au deuxième point pour aller plus vite. Qu'est-ce que de ce travail, qu'est-ce qui m'a paru important, moi? Alors après, les lecteurs, et j'ai vu en Tunisie qu'on pouvait en tirer des choses différentes, etc. Mais qu'est-ce qui m'a semblé important que j'ai appris, moi, de ce travail? La première chose, c'est qu'en effet, il y a un espèce de consensus des historiens, qu'ils soient tunisiens, français ou juifs, sur le fait qu'il n'y aurait pas eu de juifs à Kairouan avant le protectorat. Les juifs qui ont été chassés par les invasions iraniennes depuis le XIIe siècle n'ont pu revenir à Kairouan qu'à la faveur du protectorat. C'était le discours absolument consensuel que je trouvais partout sur l'existence même de juifs, à quel moment ils arrivent au XIXe siècle. Voilà. Et de l'autre côté, j'avais, y compris toujours par des sources de chercheurs, etc., l'idée qu'ils disparaissaient avec le protectorat. C'est-à-dire qu'à partir de l'indépendance, il n'y a plus un juif à Kairouan. Bon. Première chose que va me révéler ce travail, et notamment par le recueil des témoignages que j'ai pu avoir de juifs qui ont vécu de 20 à 30 ans à Kairouan,
c'est que très vite, quand je commençais à les interroger, ils me parlaient d'abord de leurs parents, de leurs grands-parents, et qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait des juifs à Kairouan avant le protectorat. Et certains des témoins, et pas le moindre, puisqu'il s'agit du fils du responsable de la caisse de secours et de bienfaisance de Kairouan, va me donner la preuve que son père est né en 1850, est arrivé en 1850 à Kairouan, a vécu à Kairouan à partir de là, etc. Que d'autres témoignages vont venir me dire, voilà, cette image, pourquoi? Parce que, c'est comme ça que je l'ai compris, il y a, et je pense que c'est un point de différence avec ce qui se passe pour les Juifs d'Algérie. En Tunisie, la majorité des Juifs étaient tunisiens. Comme dit Paul Segbag en 1956, dans son livre sur l'histoire des Juifs en Tunisie, en 1956, au moment de l'indépendance, et quand les Juifs vont commencer à partir avec la fin du protectorat, c'est 25 000 Juifs environ qui partent. 25 000 sont environ français. Et il pose la question de savoir, il dit, on comprend moins bien pourquoi les 75 000 Juifs tunisiens sont partis après. Je crois que ça, c'est une question importante. Et donc, je pense qu'un des problèmes, que j'ai d'ailleurs pu discuter avec mes amis historiens tunisiens maintenant, c'est qu'on a très vite rabattu l'existence. Quand on parlait juif, on parlait juif français. Et on ne distinguait pas juifs tunisiens de juifs français. Et le travail même des historiens tunisiens. Bon. Et de l'autre côté, sur la question du débat, ils sont tous partis, comme disait Habib récemment, parce ils sont tous partis parce qu'ils étaient sionistes. Ben voilà, la question était réglée. En gros, c'était ça. Or, mes témoins, qui ont vécu de 20 à 30 ans, le plus ancien, qui a encore, et je l'ai su la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, encore sa maison, il y a encore un juif à Kairouan, mais c'est surtout que les autres, qui étaient plus nombreux, sont restés jusque dans les années 60, 62, 64. C'est-à-dire que Kairouan n'a pas connu un sort différent sur ce plan de celui qu'ont connu les autres villes et les autres communautés juives de Tunisie. Voilà, je crois que ça est... Deuxième point important, c'est cette image d'un fanatisme religieux. Donc, quand j'interroge mes témoins, ils sont extrêmement modérés, extrêmement en disant nous allions à la synagogue, on mangeait kasher, etc. On sortait pour le mouled, pour le ramadan. Oui, il y avait un grand silence, mais on était dans le respect des uns et des autres en termes de vie, voilà. Que même il y avait dans certaines couches sociales, parce que les témoins que j'interroge reconnaissent appartenir aux familles les plus aisées, etc., me disent nos mères, on disait que les Arabes et les Juifs ne s'aimaient pas, c'est comme ça qu'elles le disent, mais on se fréquentait. Et elle me raconte que les femmes de leur mère venaient prendre le thé à la maison de femmes musulmanes de même niveau social, bien entendu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Kairouan, il y avait une minorité de familles juives aisées, mais que l'immense majorité, et c'est ce qui distingue Kairouan, c'est que c'est une communauté extrêmement pauvre et qui va continuer, elle, à vivre en ville arabe. Voilà. Je vais finir par un troisième point, pour laisser après, et je termine. Les rencontres que j'ai eues là depuis 3 semaines et les retours de livres, je dois dire que, bon, je peux témoigner de mon émotion d'abord parce que je ne pensais pas même imaginer présenter mon livre à Kairouan. Ça a été possible. Bon, voilà. On a organisé des rencontres à la fac de la Manouba, à Sidi Bou Saïd, à Kairouan. Je parlerai que de 2 mots à Kairouan. Parce que moi, je suis revenue à Kairouan en 2015 et j'arrivais avec mon mari le lendemain de l'attentat du Bardo, dans une ville, dans un état de désolation terrible. Et j'ai revu Kairouan il y a 15 jours. Bon, je ne dis pas du tout
que tout va bien, parce qu'on peut le voir dans les résultats des élections municipales que j'ai aussi vécues ces derniers jours. Mais en termes de vie, d'animation, et surtout de voir venir pour m'écouter des gens dont je ne soupçonnais pas l'existence. Alors j'avais des associations des femmes démocrates, des clubs de lecture tenus par des femmes, des militants des droits de l'homme. Je peux vous dire que je n'en... Bon, voilà. Et que ça a été un moment assez extraordinaire parce que ils disent que mon livre, bon, c'est important pour eux. Voilà, je termine là-dessus. Ouh, je te casse tout. Alors maintenant, est-ce que ça marche là? Non. Oui, j'y ai mis. Est-ce que ça marche maintenant? Oui. Bon, alors maintenant, il va falloir que j'aie l'œil vif pour repérer qui veut prendre la parole. Parce que je crois que ces deux exposés font naître, dans mon esprit, en tout cas, ça fait naître beaucoup d'interrogations. Mais ce n'est pas moi qui prendrai la parole pour poser des questions, c'est vous. Donc, qui veut commencer? Ben voilà, il y a déjà... Et sur quel point? Alors, monsieur. Attendez. Oui, je m'appelle Jean-Loup Msika, je suis juif tunisien. J'ai vécu jusqu'à la fin de mes études secondaires avant de venir faire mes études à Paris. Alors, voilà, en fait, la présentation que vous avez faite, Madame Valenzi, effectivement, elle correspond tout à fait à la réalité, c'est-à-dire que l'humiliation, la violence ne pouvait pas être constante. Et parce que, justement, comme l'explique très bien, par exemple, Daniel Siboni ou Georges Bensoussan, qui ont publié 2 livres récents sur la coexistence des Juifs et des Arabes en Afrique du Nord. Et en fait, ils expliquent très bien que pourquoi on devait laisser les Juifs s'enrichir avant de les piller, par exemple, ou pourquoi on ne pouvait apprécier d'humilier un Juif que si on avait faim de le respecter pendant quelque temps. Sinon, si l'humiliation était constante, elle n'avait plus aucun sens. Alors ça, c'est très bien expliqué. Mais en fait, donc ce que vous dites, c'est vrai, mais ce qui est important de comprendre, c'est la raison de tout ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi tout ça? Alors, et là, parce que là, on a l'impression, surtout dans votre livre, mais aussi dans tous les livres de l'histoire de la collection Histoire partagée que j'ai tous lus, du projet Aladdin, on a l'impression qu'il y a une succession de périodes fastes et paisibles, et ensuite des violences soudaines, incompréhensibles, des conflits incompréhensibles, puis après ça s'arrange, etc. Donc c'est incompréhensible. On a l'impression qu'on est dans une situation d'un flou, donc on attend des historiens qu'ils vous dégagent des pistes pour comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme? C'est si vous ne, parce que j'ai trouvé extraordinaire que vous ayez fait l'impasse, vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot de la dîme. Mais en fait, la dîme... Aujourd'hui, mais c'est dans le livre. Oui. Mais la dîme, en fait, je vous pose la question suivante. Est-ce que ça ne serait pas important de replacer tout ça dans une perspective pour comprendre que la dîme, d'humilier un juif, c'est un devoir pour un bon musulman. Non. Dans la mesure où la dîme vise à maintenir les gens du livre non musulmans dans un état précaire et humiliant pour qu'ils sentent qu'il vaudrait mieux se convertir à l'islam. Le but étant de convertir, ça, c'est-à-dire le djihad, c'est le but du djihad, c'est la conversion universelle
à l'islam. C'est le but déclin. Enfin, c'est-à-dire, c'est dans le. Si vous lisez le Coran, les hadiths, tout ça. J'ai entendu votre question. C'est très clair. Et alors, à ce moment-là, on peut se demander, on peut comprendre que là, si ça tient à des choses aussi profondes, qui sont presque, on peut dire, des obligations religieuses. Justement, là, il y a eu un appel des 300 parce qu'il y a eu des épisodes. Question, s'il vous plaît. Oui, on peut se demander. La question, c'est, on peut se demander s'il n'est pas temps de voir s'il n'y a pas quelque chose à remettre sur la table pour un questionnement dans l'islam pour savoir d'où vient cette nécessité qui correspond à une injonction des textes. Il faut les humilier. Voilà. Oui, Et est-ce qu'il ne faut pas aller essayer de comprendre tout ça, ou est-ce qu'il suffit de prendre les événements dans leur succession incompréhensible, informe, comme une sorte de voilà. Est-ce qu'on pourra avancer comme ça si on ne va pas au fond du problème? Je suis très sensible à votre intervention. Nous avons eu des échanges par mail où vous avez d'ailleurs exposé les mêmes idées. Donc je suis très contente qu'on ait l'occasion de se parler directement. En fait, je crois que votre question comportait déjà sa réponse. Donc je ne sais pas si on va pouvoir dialoguer, mais je voudrais quand même m'expliquer sur la dîme. La dîme, en effet, résulte d'une... détermine les droits et les devoirs, les interdictions et les possibilités des gens du livre. Imaginez l'islam à ses débuts. L'islam conquiert des territoires considérables. La majorité de la population est alors chrétienne. Et il y a des juifs parmi eux au Moyen-Orient, qu'on n'appelait pas le Moyen-Orient à l'époque, bien entendu. Dans le cas de l'Afrique du Nord, il y a aussi des chrétiens. Pensez au nombre d'évêchés qu'il y avait en Afrique du Nord. Évidemment, tout le monde connaît Saint-Augustin, mais il y en avait beaucoup. Donc, ils ont conquis ces populations. Il faut qu'ils trouvent un moyen de les contrôler, de les exploiter si possible, d'en tirer des ressources, comme tous les conquérants, d'en tirer des ressources, mais en même temps, on ne peut pas faire suer le burnous au-delà d'une certaine dose. Sinon, ce n'est pas gérable. D'accord? Donc, dans l'histoire de la légende du pacte d'Omar, parce qu'on n'a jamais eu l'original, bien entendu, du fameux pacte d'Omar, ce sont des chrétiens qui ont apporté un texte disant qu'à telle et telle condition, ils étaient d'accord pour être soumis au nouveau maître musulman. C'est-à-dire que ce aurait été les vaincus qui auraient dicté ou proposé les dispositions du droit. Je dois rappeler qu'il n'y a pas de livre de la dîme avant le XIVe siècle. Ça, c'est un article de mon époux, monsieur le professeur Udovich de Princeton. Il n'y a pas de livre de la dîme avant le XIVe siècle et pour une école juridique qui n'a jamais existé en Afrique du Nord. Donc, le livre de la dîme n'est pas connu par nos lettrés maghrébins. Il est question de la dîme, il est question des droits des juifs, puisqu'il n'y a plus de chrétiens après le XIe siècle. Dans beaucoup d'articles de droit, sur, je ne sais pas, le commerce, ou sur le mariage, ou sur l'usure, que sais-je. Mais il n'y a pas un livre spécial pour dire c'est ça que vous devez faire et pas autre chose. Bon. Alors quand on parle de la dîme, y compris mon collègue Ben Soussan, et je l'ai entendu dans un film que j'ai visionné ce matin, donc mes souvenirs sont encore très frais. On parle de la dîme avec tous les interdits. Vous m'excuserez d'être un peu longue là-dessus parce que c'est vraiment important. Il faut prendre le temps d'expliquer ça. Il faut prendre le temps. Voilà. On parle des interdits. Interdiction de monter sur les montures nobles. Pas de chameaux, pas de chevaux. Donc le juif ou le chrétien ne peuvent utiliser que des bourricots. Pas le droit de porter d'armes. Pas le droit de construire au-dessus des bâtiments des musulmans. Les synagogues doivent être en contrebas, on doit descendre quelques marches pour marquer l'infériorité du non-musulman par rapport aux musulmans. Et ainsi de suite. Si vous voulez bien, je connais les restrictions, mais je ne vais pas toutes les exposer pour des raisons de temps, mais je le sais, je les connais. Bon. En revanche, en échange, j'allais dire, les non-musulmans ont le droit
d'avoir leur maître d'école, leur chef religieux, leur tribunal, puisqu'ils sont réglés sur leurs droits religieux et pas sur la charia. Donc, une communauté juive a ses rabbins, ses juges, ses maîtres d'école, ses bouchers, les gens qui font la circoncision, les gens qui ensevelissent les morts, ils ont droit à leur cimetière. Je veux vous dire que, ayant fait d'autres études sur l'autre côté de la Méditerranée, j'ai réalisé que les Turcs, ce qu'on appelle les Turcs, c'était les musulmans, jusqu'au XVIIIe siècle à Marseille, ils étaient jetés à la décharge publique quand ils mouraient. Et qu'il fallait renégocier constamment la possibilité d'avoir accès à un cimetière. Et des choses de ce type. Donc, du côté musulman, pour ne pas durer trop longtemps, du côté de l'islam, je veux dire, comme territoire, ils ont le droit donc d'avoir tout ce leadership, d'avoir leurs institutions, d'avoir même une sorte de fiscalité parallèle, parce que pour aider les pauvres, pour aider les jeunes filles pauvres à se marier, il faut des œuvres philanthropiques. Les Juifs distribuent ça entre eux. Donc, ils ont des droits qui font que, justement, ils forment des communautés. Et ils vivent à l'intérieur de leur communauté. Et la communauté répond à presque tous leurs besoins. Pas le travail, bien sûr. Pour le travail, on travaille avec les autres, avec la majorité. Et on a... Alors, je passe maintenant, non pas au droit, mais à sa réalisation historique. Quand les historiens travaillent, ils ne vont pas simplement étudier le code civil pour comprendre la société française. Moi, je n'ai jamais lu le code civil. Je suis bien embêtée pour vous dire ce qu'il y a dans le code civil. Mais ce n'est pas ce que j'étudie. Alors, j'étudie ce qui se passe dans la réalité historique. Dans le cas des archives de la Tunisie, je vous réponds sur la Tunisie que je connais bien. Je n'ai pas vu employer une fois le mot « dhimmi » jusqu'à 1830-35. Quand ils commencent à l'utiliser dans les archives en arabe, ils mettent zimmi avec un zin. Attends, c'est quoi ce mot? C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas, ils savent même pas l'expression légale. Et quand, en amont, ce que je vois, c'est Taifat al-Yahoud, Jamhat al-Yahoud. Et ils utilisent les mêmes mots pour parler de Taifat al-Turk, les Turcs, ou les Ibadites. Donc, c'est un groupe au milieu d'autres, une tribu, une communauté religieuse, un groupe d'un autre. Voilà. Ça, c'est la première chose. J'ai trouvé des choses mais, absolument surprenantes. Je ne dis pas que c'est un cas général, mais c'est dire à quel point le droit coranique est adapté à la réalité. Quand un crime est commis, la famille de l'assassin doit payer un prix du sang à la famille de la victime. C'est la diya. Ok ? Dans le cas des dynasties tunisiennes, c'est l'État qui s'est approprié la diya. Donc, s'il y a un crime, c'est le bey qui récupère la somme. Le prix du sang pour un non-musulman égale la moitié du prix du sang d'un musulman. Ça, c'est l'infériorité. Eh bien, il y a plus d'un cas dans les archives où c'est le prix complet qui est payé pour un juif. C'est-à-dire qu'on a oublié cette clause qui dit qu'ils valent que la moitié. C'est ça. C'est-à-dire que dans l'histoire, les choses ont changé. Et ce que j'essaie de dire, c'est pas que le pacte d'Omar ou que la dîme a disparu, c'est qu'il y a une grande diversité de conditions selon les périodes et de conditions dans les sociétés. La société musulmane est hiérarchisée. Si vous êtes un laveur dans le hammam, vous ne pouvez pas insulter le juif. Exactement. Qui peut être riche, qui peut être un notable. Si vous êtes un notable juif, vous pouvez manifester du mépris pour le petit juif. Vous pouvez aussi... Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas la même condition, le même statut. Donc, historien, moi, je regarde les choses pragmatiques ou ce qui apparaît dans les sources, les différentes catégories de sources. Je ne dis pas que tout était rose. Je dis dans le livre sur l'Algérie ce que j'ai trouvé dans les collections de proverbes, dans les contes merveilleux, dans les dictionnaires biographiques. Je vois très bien que les choses ne sont pas très affectueuses. Mais quand je vois dans les contes kabyles que les Kabyles traitent mal les Juifs, mais ils traitent mal les Arabes, ils traitent mal les Turcs, ils traitent mal tout ce qui n'est pas kabyle.
Alors, je relativise, je dis, bon, c'est ça, c'est que nous sommes les seuls hommes costauds, intelligents, fidèles, loyaux, et les autres, ils ont tous des défauts épouvantables. Les Noirs, les esclaves, tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Alors, bon, j'ai été trop longue, mais j'espère... non, pitié. Juste un mot pour aller un petit peu dans le sens de Lucette Valenzy, et juste là, par un témoignage, toujours... ma mère me parle de ce que lui disait son père, des rapports, de ce que lui racontait son père, des rapports entre juifs et musulmans à Kairouan. Il parlait d'avant et d'après. Mon hypothèse, c'est, je pose la question, parlait-il d'avant ou après 1857, puisqu'en Tunisie, en 1857, est abolie la différence justement par j'ai oublié, le pacte fondamental qui donne les mêmes droits aux juifs et aux musulmans. Bon, qu'est-ce qu'il dit, mon grand-père? Et ça c'était quand même intéressant, ce que me rapporte ma mère. Elle dit, mon père disait, avant, ils nous insultaient, même il paraît qu'ils nous tapaient. Aujourd'hui, on est bien avec eux. Ce que je veux dire, et que disait Lucette Valenzy, me semble-t-il, c'est qu'il y a une histoire. Voilà. En Tunisie aussi, il y a une histoire. Et il y a un moment où les choses vont aussi changer. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que tout est rose. Voilà. Avant de donner la parole là, je voudrais signaler que dans votre livre, vous insistez sur le fait qu'une communauté juive pauvre comme celle de Kairouan est plus en conflit avec les ordres venus de Tunis, voilà. Où on veut nommer un rabbin qui va coûter beaucoup trop cher à cette communauté, plus qu'avec les autres. Tout à fait. Vous voyez, c'est ça, que les archives m'ont montré. C'est qu'à l'intérieur de la communauté juive, et c'est en même temps ce que rappelle Lucette Valenzy en disant il y a une différenciation à l'intérieur de chacune des sociétés, va me montrer que tous les juifs de la communauté de Kairouan ne sont pas dans l'unanimité par rapport à la nomination d'un rabbin de Tunis qui, semble-t-il, serait aussi, parachuté par la France, parce que c'est ça qui se joue quand même à ce moment-là, et qu'ils défendent un rabbin tunisien, une partie d'entre eux, et que surtout, ils rappellent, ceux qui sont opposés à cette nomination, que plutôt que de payer un rabbin qui va leur coûter très cher, il vaut mieux donner aux pauvres de Kairouan, dont ils n'arrivent pas déjà à subvenir, voilà, sur leur aide. Alors, monsieur... Excusez-moi, comme pour le moment de la construction de la synagogue. Voilà, c'est très important. Oui, bonsoir. Merci en tous les cas de votre exposé, c'est très intéressant. Je voulais juste apporter un témoignage contemporain parce que je suis la fille d'un peintre juif tunisien qui s'appelle Victor Sarfati. Ah oui. Voilà, et qu'on a perdu il y a 2 ans. Oui. Donc je voulais juste parler justement et signaler toute cette ambiguïté que vous décrivez, à savoir que mes parents qui louent encore une maison à Carthage, moi j'y retourne très régulièrement, ont eu pendant plusieurs, on va dire 2-3 ans, des lettres de menaces de mort. Mais décidément, pardon, excusez-moi. Des lettres assez violentes et virulentes sur des questions de djihad, d'égorgement et de choses comme ça, alors que mon père est très respecté et très aimé dans la communauté. Et récemment, la maison a été cambriolée. Et donc j'ai écrit une tribune pour me plaindre quelque part de l'inertie de la police sur pas mal de choses. Et ce que je voulais signaler, c'est que cette tribune a été publiée sur un média tunisien, Webdou, et j'ai eu, je dis bien, des centaines de témoignages et des centaines de messages, évidemment, de toute la communauté musulmane, de tous les musulmans, qui se sont mis en 15, en 1000 pour essayer de nous aider, pour témoigner à quel point ils étaient mortifiés de ce qui arrivait et de me rappeler le respect qu'ils avaient pour mon père. Mais tout ce que vous racontez, c'est vrai que il y a une ambivalence toujours très forte entre mes amis qui sont à 99% musulmanes, qui sont mes sœurs, dont on est extrêmement proches, et puis la nouvelle génération, on va dire, les jeunes, entre guillemets, qui sont complètement biberonnés au conflit israélo-palestinien et qui, eux, commencent à développer des comportements quand même assez violents, antisémites, avec certains comportements assez agressifs qui n'existaient pas du tout avant. Donc voilà, je voulais vous dire que vraiment, en tous les cas, du point de vue des gens qui ont autour de 40-50 ans, il y a une communauté très soudée, très forte, très aimante, où vraiment tout le monde s'aime et se respecte profondément. On a nos voisins, sont nos frères, comme on dit
D'ailleurs, on dit en arabe qu'il vaut mieux avoir un voisin proche qu'un cousin éloigné ou qu'un frère éloigné. Donc nous, on s'en est rendu compte sur notre maison qui est surveillée par nos voisins. On est très très proche de nos voisins. On est vraiment en famille. Mais il y a d'un autre côté ces espèces de jeunes qui mettent une espèce de climat étrange qui n'existait pas du tout avant, avec des insultes qui reviennent et qui n'existaient pas. En tous les cas, moi, juste ce que je voulais dire, c'est que j'y retourne constamment et que j'y ai encore une maison que je loue et qui est surveillée par nos voisins. Bien. Alors, monsieur. Non, mais ne perdons pas de temps en politesse. J'ai deux petites questions à poser, mais auparavant, juste un petit rectificatif. Monsieur, vous avez parlé de juifs et arabes. Il ne faut pas mélanger parce qu'on peut être arabe et juif. On peut être arabe et chrétien. Oui, on peut être vrai. arabe et musulman. Et être arabe n'est pas une honte. Bon. Alors, ma question, y a-t-il chez les gouvernants en Tunisie, en Algérie, je ne sais pas, une main tendue pour la deuxième, troisième génération des Tunisiens de confession juive qui sont en Israël, au Canada, en France. Au Maroc, ça existe. Le Maroc, hélas, et le judaïsme marocain, il est particulier. Hein. Ne figure pas dans les exposés d'aujourd'hui, mais ça viendra. Alors, au Maroc, il y a cette main tendue qui se traduit par la restauration d'un certain nombre de synagogues. La dernière qui va s'ouvrir, c'est à Essaouira. La restauration de la totalité, et ça c'est Gilles Berdugo, des cimetières et des lieux de pèlerinage. Oui, et ça, oui. Alors oui, ça fait des liens, surtout en Israël, ça existe maintenant, un renouveau. Alors, dernière question, existe-t-il en Tunisie, en Algérie, je ne pense pas, un département d'études, des études hébraïques? Oui. Allez-y. Oui, est-ce que ça marche? Oui. Oui. Alors, je reprends dans le désordre. Département d'études, il y en a au Maroc, mais dans le cas de la Tunisie, depuis les années 90, il y a un enseignement sur les minorités avec une grande part faite aux Juifs. Oui. Il est accompagné d'un enseignement dans les universités. Hein, ça a commencé à celle de la Manouba à Tunis. Oui. L'enseignement est soutenu par un enseignement de l'hébreu biblique et de l'hébreu moderne. Il y a un DEA et un DES, etc., des diplômes au bout. Il y a plusieurs thèses qui ont été soutenues, les unes écrites en arabe, les autres en français, sur les rabbins, sur l'organisation communautaire, sur le patrimoine culturel juif. Et ce sont des thèses de qualité. J'ai été au jury de certaines d'entre elles, je peux témoigner que c'est tout à fait respectable. Et il y en a d'autres en cours. Main tendue, Madame Elloumi Rekik, qui est ministre du Tourisme, répète depuis 3-4 ans qu'elle veut la création d'un musée du judaïsme tunisien, d'un musée du patrimoine. Elle l'annonce. Est-ce qu'elle l'a construit? Pas encore. Est-ce que les choses se précisent? Pas encore. Il se trouve qu'elle m'a mise à la tête d'un comité qui doit concevoir le musée. J'ai travaillé, j'ai préparé des dossiers. Mais pour l'instant, je ne vois pas la réalisation. L'intention y est. Elle l'a encore répété. Enfin, question sur la main tendue aux Juifs d'ailleurs, y compris Israël. À chaque pèlerinage de la Ribat, c'est-à-dire de l'Akba Omer, 33 jours après Pâques, le pèlerinage est une grande opération folklorique avec des quantités de gens qui viennent de France. Et on ferme les yeux sur le fait que plusieurs centaines sont des Israéliens qui se déplacent dans la rue en parlant à haute voix en hébreu sans que ça provoque d'incident à ma connaissance. Touchons du bois, ça peut quand même exploser à n'importe quel moment. Pardon, excusez-moi. Oui, justement. Deux choses, moi, dont j'ai été directement témoin dans ce voyage. D'abord, à la fac de la Benouba, quand l'historien Habib Ghazali m'a invité, c'était dans un de ces séminaires autour d'étudiants de master en histoire et en genre. Et là, j'ai été tellement surprise de voir la quantité de jeunes
préparé des masters, certains des thèses sur les questions du patrimoine juif. C'est vrai, très intéressés, venant me questionner, s'intéressant, bon voilà. Les mêmes, puisque j'ai pu, avec mon mari, aller à Djerba et vivre ce pèlerinage que je n'avais jamais vu de mon existence en Tunisie, c'était assez incroyable, en effet, de voir autant d'Israéliens, bon, pas toujours, je dois dire, très conviviaux à l'égard, surtout dans les hôtels. Bon, voilà, je passe des serveurs qui... Ben voilà, mais bon, c'est pour ça que je dis, on fermait les yeux, mais quand on voulait entendre, on entendait aussi des choses, et je pense que c'est pas rien. Mais c'est un pèlerinage qui a une énorme couverture médiatique en Tunisie, tellement que, en effet, certains s'interrogent. Bon, voilà, mais c'est très important. Et donc, sur la question de la main tendue, il y a des choses comme ça, qui ne sont pas exemptes aussi d'une politique à l'égard du tourisme. Hein. Bon, bien sûr. Mais on ne va pas reprocher ça à la Tunisie aujourd'hui. Voilà. Il y avait, D'autres points. Depuis longtemps. Et puis là-bas, je vous ai vu là-bas. Ici, Ah, et là-bas. ça s'arrête là. Vous le passerez ensuite à la dame à côté. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Moi, Jean-Louis Dayan, je suis français, juif algérien, si on peut le définir comme ça. J'avais demandé la parole avant d'avoir entendu le premier des intervenants qui viennent de Monsieur Msika. s'exprimer. Et pourtant, je suis tout à fait dans le sujet. J'espère, en tout cas. Disons que ça tombe bien, parce que moi, je voulais, avant d'avoir entendu la suite, ces éléments de débat, remercier Madame Balancy, que j'ai lu avec attention, notamment son dernier ouvrage dont elle a parlé. La remercier parce que je trouve que c'est un grand mérite aujourd'hui, ou en 2016, de faire un travail d'historienne. Et je regrette beaucoup que beaucoup de travaux, y compris celui de Georges Bensoussan qui a été cité, qui est à peu près contemporain du vôtre, à mon avis, ne méritent pas tout à fait cette qualification, parce que j'y sens la projection des passions, des enjeux d'aujourd'hui dans la société française ou l'Europe d'aujourd'hui. Alors que ce que vous essayez de rendre compte de la situation, de la condition des Juifs en Afrique du Nord au XXe siècle, puisque c'est notre sujet, mais même dans les siècles précédents, me semble être une œuvre d'histoire au bon sens et au seul sens du terme, c'est-à-dire une analyse, une présentation, une restitution qui essaye de s'abstraire autant que possible des passions et des enjeux d'aujourd'hui. Et je pense que derrière la discussion sur Dima ou pas Dima, et persécution ou pas, minorité heureuse ou malheureuse, il y a ces enjeux-là. Et la présentation qu'en fait Madame Van Lessy n'est ni idyllique, loin de là, elle vient de le redire, ni non plus inspirée par une réactivation ou une activation d'enjeux qui n'ont rien à voir avec les périodes dont on traite. Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà. Alors, madame, et là-bas, hein, j'ai vu madame, et puis il y a une dame là-bas. Alors, je voudrais vous remercier d'abord parce que je m'appelle Michel Dayan, donc je viens de rencontrer un Jean-Louis Dayan. Et je dois dire qu'en me levant ce matin, je ne pensais pas que je rencontrerais un Dayan que je ne connaissais pas. Donc voilà, merci. Je voudrais vous remercier aussi parce que grâce à cette conférence dont on parlait hier avec mes enfants à table, et c'est mon fils d'ailleurs qui m'a amené ici, qui ne s'appelle pas Dayan, ma fille m'a dit mais en fait, je pensais que tu étais pied noir. Mais tu n'es pas pied noir. Tu es juive arabe. Tu es juive séfarade. Tu n'es pas pied noir. Donc on a pu, grâce à votre conférence, avoir cette discussion-là que je pensais pourtant avoir eue. Mais comme quoi, parfois, il faut savoir à nouveau et encore. Et puis, en vous entendant, je pense beaucoup à ce mot fraternité qui m'est venu et qui, je crois qu'en hébreu, comme toujours, il y a deux sens à chaque mot. Et je crois que le mot fraternité se lie aussi responsabilité, comme si les uns étaient responsables des autres, les Juifs et les Arabes. Alors moi, j'ai parlé de l'Algérie que je ne connais pas, puisque je suis née après que mes parents soient rentrés. J'y suis allée... Après qu'ils soient sortis.
après qu'ils soient rentrés d'Algérie. Alors c'est intéressant parce qu'ils ont toujours dit qu'ils étaient rentrés d'Algérie. Bon bref, c'est très intéressant ce que je veux dire. Mais toujours est-il que j'y suis allée d'ailleurs il y a quelques années pour des raisons, il y a 3 ans pour des raisons professionnelles. D'ailleurs je ne cessais de dire je retourne en Algérie alors que j'y suis jamais allée. Mais quand on parle justement de cette imbrication, et je crois que c'est vrai que c'est très... On parle de l'Algérie de cette époque-là, on ne parle pas de l'Algérie aujourd'hui. Et ce que vous racontez sur la Tunisie aujourd'hui, à mon avis, malheureusement, hélas, ce n'est pas vrai aujourd'hui en Algérie. Ouais. Il se trouve que je suis avocat, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans un cabinet où finalement on était 3, une chrétienne pied noir, de parents pieds noirs, une juive séfarade et une... algérienne musulmane. Il se trouve que l'Algérienne musulmane était notre assistante, d'ailleurs, à nous deux, et qu'on a toutes les 3 lié des liens assez forts d'amitié, et surtout moi, avec Kéra, parce qu'elle s'appelle Kéra, et qui était d'Algérie. Et puis, pendant 10 ans, on a travaillé dans des bureaux côte à côte, on s'est parlé, on a dîné ensemble, on a déjeuné, on a vécu des tas de moments et professionnels et personnels, en sachant qu'on s'aimait, sans savoir trop pourquoi. Et puis, des années après, alors que j'avais quitté ce cabinet, elle m'appelle en disant « Je viens de dîner avec mes frères. Ton père s'appelait-il Roger Dayan ?» Je dis « Ah bah oui, car mon père s'appelait Roger Dayan. » Il se trouve que mon père était avocat à Alger. Et ben, écoute, figure-toi que mes frères viennent de me dire par hasard, quand je leur ai parlé de toi et que j'ai dit ton nom, que lorsqu'ils étaient tout jeunes et que l'armée française avait finalement annexé leurs terres, il y avait une annexion de leurs terres. Ils ont cherché un avocat pour aller plaider auprès du ministère des Armées la récupération, de récupérer ces terres. Je ne sais pas exactement quel était ce type de procédure. Et personne ne voulait plaider contre l'État français pour récupérer les terres des frères, enfin les oncles, pardon, c'est pas les oncles, c'est pas les frères, c'est les oncles de cette dame, s'appelle Kéra. Et finalement, il y a quelqu'un qui a dit... Il y a un Roger Dayan, complètement dingo, il a 25 ans, il vient de prêter serment, et il aime bien les Arabes. Il aime bien, voilà, allez le voir, et puis on va voir. Et puis, apparemment, il a récupéré ses terres. Et donc, elle a été nourrie sur la terre de ses oncles. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est-à-dire qu'on ne savait pas pourquoi on s'aimait, maintenant on sait pourquoi on s'aime, puisque grâce à ton père, j'ai été nourrie par la terre de mes oncles. Et je voulais vous raconter ça, parce que vous avez parlé d'instruction, d'histoire et d'émotion, et que toutes les histoires qui sont liées à l'Algérie, à la Tunisie et à nos racines, elles sont imbriquées d'histoire et d'émotion. Oui. Merci du témoignage. Madame là-bas, vous n'arrivez pas à avoir le micro. Bonjour, donc je suis mademoiselle Morciano. Alors, je m'excuse tout d'abord parce que je suis arrivée en retard. Donc, je n'ai rien lu ni rien écouté, mais en tout cas, j'assiste au débat et je vais essayer de poser quand même mes questions. Je travaille sur en fait la conservation du patrimoine donc des Juifs d'Algérie. Plus fort, plus fort. Pardon. Oui. Je travaille sur la conservation du patrimoine historique et culturel des Juifs d'Algérie. Et donc, en fait, je souhaitais savoir donc, si pour la Tunisie, il existait un problème de dégradation des cimetières juifs, comme en Algérie. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué ou pas. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que fait donc, le gouvernement tunisien vis-à-vis de cette problématique, ou que fait le gouvernement français vis-à-vis de cette problématique. Et mon autre question, c'est, alors peut-être plus pour la personne qui a traité le sujet de l'Algérie, qu'est-ce qui est envisagé en termes touristiques aujourd'hui, en tout cas pour permettre à ce magnifique pays d'être découvert? Voilà, je ne vais pas au-delà, tout simplement. Merci pour vos réponses. Oui, sur la conservation. Sur l'histoire des conservations. Avant que vous parliez des cimetières juifs, je pourrais parler des cimetières minoritaires en général. Voilà. Bon, j'ai longtemps eu des responsabilités dans la communauté française de Tunisie et les cimetières étaient un problème. Mais je vais vous dire qu'il y a des cimetières vivants et des cimetières morts. Les cimetières vivants, c'est ceux qui sont visités par les familles, qui entretiennent les tombes. Et les cimetières morts, c'est des cimetières où personne ne va jamais. De toute évidence, le cimetière mort, il est pillé
parce qu'on vient chercher des plaques de marbre, et puis des sales voyous, des sales gamins vont aller exhumer qui un crâne, qui un tibia. Nous avons vécu ça pour les cimetières chrétiens, pour les cimetières juifs, et malheureusement, moi je défendais pour la communauté française de Tunisie dans son ensemble l'idée que pour ceux qui acceptent, dont la religion permettait de rassembler les restes dans un mausolée, il valait mieux faire un mausolée qu'on peut protéger, c'est ce qu'on a fait par exemple à Sousse, que de laisser des cimetières dispersés où plus personne ne va et qui sont totalement indéfendables. Hein. Voilà. Mais maintenant, parlons plus spécifiquement des cimetières juifs. Plus généralement, il y a beaucoup de sites qui ont été abandonnés, évidemment toutes les synagogues, et sauf la grande synagogue de Tunis qui est protégée, gardée, avec un personnel militaire qui la protège. Mais beaucoup de sites à Tunis, dans les banlieues et dans le reste du pays, ont été abandonnés parce qu'il n'y a plus de juifs. Et ces bâtiments tombent en ruine, c'est-à-dire que la partie coupole, le tambour au-dessus, s'effondre, que les pigeons s'installent, que les lieux sont vandalisés. Et donc, il y a une opération de sauvetage qui est prévue justement dans la perspective de la construction d'un musée. Une opération de sauvetage pour l'ensemble du pays. Et probablement une restauration de ce qui mérite d'être sauvé. Je dois signaler qu'il y a deux musées ethnographiques, l'un à Moknine, l'autre à Djerba, dans lesquels des objets issus de la communauté juive, qui n'existent plus à Moknine, qui existent encore à Djerba, sont exposés. Au musée du Bardo, il y a une très petite salle avec un rouleau de la Torah, cérémonime, et puis une mosaïque et un panneau qui explique la présence millénaire des Juifs. Voilà. Mais c'est ridiculement pauvre. Et je sais qu'il y a dans les réserves beaucoup plus de choses. Mais le projet de musée a été une incitation au sauvetage, à la restauration et à la conservation dans les différentes branches de l'Institut national du patrimoine, du patrimoine juif tunisien. Pardon. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ah, oui, non, merci. Moi, je veux juste dire que justement, un des lieux où j'ai voulu aller à Kairouan, c'était le cimetière juif de Kairouan, pour savoir ce qu'il en restait, comment il était, etc. Et puis, si même j'arrivais à le trouver. Parce que ça, c'était une première question dans une ville dont on me disait que ce n'était pas évident qu'on m'indique où était le cimetière. Alors, première chose, c'est que ce voyage que je fais 2 mois avant les événements de décembre 2010 et de la Révolution, c'est justement, je vais, et là sans l'étudiant de Kairouan qui peut me guider, etc. Et première chose, c'est que j'interroge la population avec mon mari pour savoir si on peut trouver le cimetière. Alors première chose, c'est que j'ai été très surprise de voir que c'était connu et qu'on pouvait m'y accompagner, première chose. Deuxième chose, j'avais, par un témoignage que j'avais eu en France de celui qu'on appelait le gardien de la mémoire des Juifs de Kairouan, des indications sur le fait qu'au cimetière, il avait laissé les clés au petit poissonnier du coin, il suffisait d'aller s'adresser à lui, parce que c'est là qu'il disait aux familles juives qui revenaient, et qui revenaient jusque dans les années 2012-2013, il faut bien le dire, avant la montée des groupes salafistes. Ça, j'en ai eu le témoignage, qui venaient visiter leurs morts au cimetière de Kairouan. Donc, les choses se sont passées exactement comme il l'a dit. Le poissonnier nous a accompagnés, a ouvert le cimetière. Nous avons pu découvrir, en effet, un cimetière où il y avait une centaine de tombes, à la fois certaines dans un état très délabré, les broussailles, enfin il n'y a pas d'entretien, et puis certaines où on pouvait lire encore les inscriptions. Mais justement, je crois que c'est toute la question de que quand une communauté disparaît, qui entretient les cimetières? Est-ce au gouvernement tunisien? Bon, c'est une question ouverte. Quant à la synagogue, justement,
là aussi, ce sont des jeunes Kérouanais sortant du lycée, et c'était pas facile du tout de la trouver parce qu'elle est, la synagogue de Kérouan, justement, a la particularité d'être restée dans la ville arabe, et donc de pouvoir nous y accompagner. Et dans les retours que j'ai eus dans ce voyage en Tunisie à Kérouan, c'est une question qui a été évoquée avec les responsables des différentes associations, où justement, maintenant, ils disent qu'ils s'en préoccupent, que ce n'est pas quelque chose de terminé, etc. Bon, voilà, avec tout ça relié au projet de musée. Madame. Oui. Il y a quelqu'un au fond aussi? Ouais. Alors, madame, et ensuite quelqu'un au fond là. Je suis l'épouse de Noureddin Abdi. Et je m'appelle Anna Stein. Donc, vous voyez, c'est... On a tout compris. Voilà. Donc, je suis de l'autre côté. Alors, d'abord, je voudrais parler de mon vécu avec l'Algérie. Donc, quand j'y allais, toujours pour 8 jours, pas tellement longtemps. Mais le tribu Abdi, c'est-à-dire la famille Abdi, qui est très nombreuse, m'a toujours accueilli avec la plus grande gentillesse. Ils savent très bien mes origines juives, on n'en a jamais parlé, jamais eu de questions. Je circule à Médéa, évidemment, avec un fichu sur ma tête. Non, c'est ses cheveux qu'elle cache, rien de plus. Mais enfin, aucun problème. Et je vous assure que j'avais eu des échanges très profonds, très amicaux, avec la famille, avec les amis de Noureddin. Alors, des questions qui émergent en vous écoutant. Quand je pense ce que les Juifs hongrois ont vécu d'horreur, je ne vais pas minimiser les souffrances des Juifs tunisiens, mais enfin, c'est absolument incomparable. Et qu'il y a une très grande communauté juive qui est restée en Hongrie. Et il y a beaucoup de départs, il y en a beaucoup en Israël, il y a beaucoup à New York, en Amérique, partout, en France aussi. Mais Budapest est rempli de juifs quand même. Et malgré les différents régimes, pas possible, mais ils sont très bien là-bas. Et moi, quand j'y vais, j'ai fait un mémorial à Budapest. Pourquoi vous êtes parti? Je ne comprends pas. Parce qu'on ne vous a pas tué. Bon, il y a eu des histoires, d'accord, mais ce n'est pas une raison. Moi, je n'ai jamais compris. Parce que vous étiez tout à l'heure de souche. Je ne comprends pas. Non, peut-être je suis idiote. Pourquoi les Juifs de Tunisie? Ils ne sont pas restés. Peut-être qu'il y avait des moments difficiles. Mais moi, j'ai vécu pire que vous. Alors, on va donner la parole successivement à Daniel. D'accord, toujours, j'ai le micro. Et après on continuera. Mais là, il y a une question qui est posée. Pourquoi les Juifs arabes de Tunisie, qui pour la majorité d'entre eux n'étaient pas français, pourquoi sont-ils partis à la fin de l'époque coloniale? Oui, j'ai le micro, merci. Voilà. Bon, c'est une question, à mon avis, complexe et qui n'a pas une réponse. Et que, y compris des thèses actuelles, justement, cherchent à travailler en Tunisie. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu en comprendre, et à partir de mon histoire aussi familiale en Tunisie, parce que non seulement nous étions tunisiens, mes parents, mon père et mon oncle étaient des fonctionnaires tunisiens, mais qu'en plus, quand arrive l'indépendance en 1956, la France leur offre le choix de devenir français et d'être rapatriés comme les Français, ils décident de rester tunisiens, et qui plus est, mon oncle, puisque je dis qu'il était communiste par ailleurs, demande à sa femme qui était française d'épouser la nationalité tunisienne. C'est dire si l'engagement vers la Tunisie était important. Bon, dans les années 60, dans les années où moi je grandis, puisque j'ai quitté en 64, il n'y avait pas idée de quitter la Tunisie. Moi, je peux dire de ce que moi je vivais.
Il y avait, comme tous les jeunes à l'époque, et Alice Cherki, qui est algérienne, le dit très bien dans le livre qu'elle écrit sur Frantz Fanon, c'était une réalité aussi bien en Algérie, en Tunisie, mais pas seulement pour les Juifs, pour les Algériens, pour les progressistes à l'époque, d'avoir envie de partir pour les études supérieures. Bon, pour quitter un monde qu'on trouvait étriqué, machin, etc. Bon, ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qui se passe, à mon avis, qui va faire... Moi, je dis aujourd'hui qu'il y a quelque chose, à la fois des raisons objectives, parce que engagé en Tunisie n'empêche que mon oncle et mon père fonctionnaire ont été déçus et blessés de voir que l'indépendance tunisienne, le gouvernement tunisien, ne tenait pas ses promesses à leur égard, c'est-à-dire qu'on avait dit « vous êtes Tunisiens à part entière, et quand les Français partiront, les postes, les promotions, ce sera pour vous », et ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on peut appeler un nationalisme important qui a existé à partir de l'indépendance, et qui a, oui, je crois, au début, mis les Juifs tunisiens et les Juifs au même, certains vont être même ministres, etc., vont participer au gouvernement. Il y a une reconnaissance de leur participation au Néo-Destour, au Parti communiste, etc. Mais après, il y a les ambiguïtés. Et plus que ça, il y a le nationalisme qui fait que, eh bien oui, et il ne faut pas oublier que la Constitution tunisienne, le premier article, et nous sommes toujours là-dedans aujourd'hui, dit que la Tunisie est une république indépendante souveraine, mais que sa religion est l'islam. Bon. Ça a posé problème, en effet, à toute une partie des Juifs tunisiens qui se sentaient tunisiens à part entière et qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait cette distinction. Après, on ne peut pas le nier, les retentissements de ce qui se passe entre Israël et Palestine. Nous, et je parle des gens à Kairouan, puisque quand je les interviewe, ils disent « la création de l'État d'Israël, on est resté tranquille ». Alors qu'il y a eu un mouvement sioniste important en Tunisie, contrairement, en effet, à l'Algérie. Dans ma famille, on n'était absolument pas sioniste. N'empêche qu'il y a tout ce qui s'entend, qui se propage, qui fait qu'à partir d'un moment, ça partait, comme dit Michel Bougenat. C'est vrai, il dit ça partait, on ne sait pas. Moi, je n'ai pas encore toutes les explications, mais je pense une grande partie des Juifs tunisiens visaient la France, c'est vrai, d'autres restaient profondément tunisiens, mais ont mal vécu de se sentir des citoyens de seconde catégorie dans cette Tunisie indépendante dans laquelle ils fondaient leurs espoirs. Voilà. Et vous, madame? Oui, Daniel a insisté sur le nationalisme et je crois que c'est en effet un facteur important. Quand ce nationalisme s'inscrit aussi dans un nationalisme transversal, oui. Le Maghreb arabe, oui, le monde arabe, l'unité du monde arabe. Donc lorsqu'il y a des réunions, par exemple, de tous les médecins, enfin de l'association arabe des médecins, on se garde bien d'envoyer un juif. Alors d'un seul coup, le médecin qui est médecin-chef dans son hôpital envoie son assistant. Mais il se dit, voilà, il y a là quelque chose, un déclassement. Il y a l'arabisation. On a été francisé par l'école et l'université et il faut apprendre désormais à plaider en arabe. Donc il faut apprendre l'arabe littéral, qui n'est pas celui que nous parlons. On parle le dialecte, mais on ne sait pas l'écrire, l'arabe. Donc c'est tout un apprentissage qu'il faut acquérir et qui exige des efforts qu'on n'a peut-être pas envie de fournir si on n'est pas sûr de l'égalité ou de la solidité des institutions. Il y a discrimination. Et lorsque, sous le gouvernement de Ben Salah, il y avait, on a commencé à restreindre des importations, à donner des licences d'importation ou d'exportation au compte-gouttes. Les Juifs étaient complètement exclus de ces distributions. Donc les Juifs étaient là, au seuil de leur magasin, à attendre que les choses se passent. Ça se passait mal pour les musulmans aussi. Oui. Les coopératives, ça ne leur plaisait pas du tout.
Et ils ont réinvesti dans la terre plutôt que dans des choses plus productives. Dans de l'immobilier plutôt que dans des choses plus productives. Mais pour les Juifs, il n'y avait pas de recours. Il n'y avait pas de recours. On parle des ministres juifs, il y en avait un. Il y en a eu un. Oui, bien sûr. Et ça va durer longtemps. C'est le ministre Barouch, qui était destourien avant l'indépendance. Donc il y a eu discrimination, il y a eu arabisation, il y a eu la solidarité avec le monde arabe, il y a eu ce qui se passait, en effet, entre Israël et les Palestiniens. Et donc tout cela a fait une sorte de divorce. Et petit à petit, tout le monde partait. Et alors, le mouvement devient irrésistible à partir d'un certain moment. Voilà. Quand vous voyez partir tous les gens que vous connaissez, que les immeubles se vident, que vous voyez à la brocante le mobilier de gens que vous avez connus, et vous dites « Ah bon, si ce mobilier-là, c'est qu'ils sont partis, on s'en était même pas aperçu. » Bref, quand il y a ce climat-là, à un moment, vous dites « J'ai plus ma place » et vous partez. Vous pensez à l'avenir des enfants, vous dites « Non, c'est pas ça c'est pas pour eux. » Et donc vous partez. Et on part sans avoir l'impression d'avoir été expulsé. Non. Et on part, et on arrive, on est exilé. Voilà. Contrairement à ce que les gens croient, les gens qui n'ont pas subi cette expérience, c'est un exil. Absolument. C'est très dur. C'est un déclassement, un dépaysement, un isolement. Toi, tu as des belles pages là-dessus, parce que elle décrit, je vous recommande ça, elle décrit la fête de Pâques. Et je sentais les odeurs du repas, parce que c'était exactement la même chose chez moi, alors qu'elle était à Sousse et moi à Tunis. Non, j'étais à Tunis. Non, tu étais à Tunis, d'accord. Donc, il y avait... Bon, elle décrit donc à la fois la tension, les bagarres entre les frères et les oncles, etc., mais le repas en commun, mais la réunion familiale à laquelle tout le monde tient. On arrive en France, c'est pas possible. C'est fini. C'est terminé. Et ça, c'est des très belles pages que tu as écrites là-dessus. Donc voilà, il y a un exil et on compense. Eh ben, pour moi, c'était facile. J'ai fait l'histoire de l'Afrique du Nord, l'histoire de la Tunisie. Voilà. Donc, elle était sous mon bras. Et ça permettait de ne pas être dépossédée. Voilà. Oui, moi, j'ai vécu en Tunisie à partir de 1969, mais j'y allais depuis 1965. Et je peux témoigner qu'en effet, petit à petit, les Juifs que nous connaissions partaient parce qu'ils ne trouvaient plus leur place et ils ne voyaient pas leur avenir en Tunisie. Mais avec, en effet, un sentiment d'exil. Une grande dureté. Et tout ce que vous racontez sur votre mère... Ma mère. Qui est alors, c'est un témoignage extraordinaire, parce que votre mère baise le sol de la Tunisie ma mère, avant de partir, m'a dit, parce qu'elle est restée un mois de plus pour vendre la maison, mon père est venu avec moi pour que je puisse m'inscrire tout de suite en septembre à l'université, et ma mère est restée un mois pour vendre tout à un roba vecchia, vous savez, Eh oui, roba vecchia, c'était ça, pour rien du tout. Et quand elle est venue, d'abord, elle pleurait beaucoup. Hein, et elle m'a dit, avant de partir, avant de quitter la maison, j'ai embrassé le sol de la Tunisie parce que nous avons été heureux là. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et ça, c'est quand même... Mais alors, si je peux me permettre, ce qui est extraordinaire, c'est que, quittant la Tunisie dans la douleur et des premières années en France absolument terribles, votre mère s'émancipe et devient une femme qui sort de la maison, qui ne passe plus son temps à préparer à manger à tout le monde, c'est vrai. Et qui va travailler et voyager. Voilà, et aller en Égypte. Alors, parce que dans cette soirée de Pâques que je raconte et dont parlait Lucette Valenzi, vous savez, dans la prière de Pâques, à la fin, je pense que c'est à la fin, au milieu, bref, il y a cette phrase « Mara Amachor Feroshelem ». C'était le mot, c'est-à-dire l'année prochaine, le souhait absolument biblique de retour à Jérusalem. Et moi, ma mère, elle le disait, hein, parce que le rituel est le rituel, tout le monde... Mais le rêve de ma mère, c'était de connaître l'Égypte. Et quand elle va travailler, ce que Monique a particulièrement relevé, parce que, comme raconte Benjamin Stora, quand on arrive et qu'on quitte son poste de fonctionnaire, qu'on n'a rien, qu'on vient travailler en France à la cinquantaine, la vie n'est pas facile. Donc, mon père a mis du temps pour retrouver du travail. Bon, ma mère, qui n'avait jamais travaillé,
jamais femme au foyer décide d'aller prendre des cours à l'école de commerce et va devenir une dactylo-facturière, va travailler dans une grande entreprise où il y a un comité d'entreprise et c'est un voyage en Égypte qu'on propose un jour. Et ma mère dit « j'y vais ». Et elle n'a pas demandé la permission à mon père, je peux vous dire. Donc, mon père n'a pas bougé, mais elle est allée. J'ai des photos extraordinaires, on voit ma mère en pantalon. Voilà. C'est vrai que la France, elle le disait d'ailleurs après, ça a été ça pour elle. Ça a été son émancipation qu'elle n'a pas pu faire à Kairouan, parce qu'à Kairouan, elle rêvait de poursuivre ses études, et qu'à Kairouan, à son époque, il n'y avait que l'école primaire. Que pour aller au collège, il fallait aller à Sousse, ce qui n'était absolument pas dans les habitudes culturelles de la famille, parce qu'on ne laissait pas partir une fille à Sousse. Alors, monsieur. Ah, il y a quelqu'un au fond, et vous après. Bonjour. Merci pour la conférence. Je voulais vous poser une question. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Je voulais vous poser une question sur ce que vous avez dit des relations entre les Kabyles et les Juifs. Et un moment, ce que vous avez dit sur les mauvaises relations. Et je voulais savoir, j'ai une amie qui m'a parlé d'un village au sud de la Tunisie, qui serait un village juif berbère, où on parle à la fois amazigh et hébreu. Ah ouais. Et que ça existait encore. Et donc, du coup, je voulais en savoir plus sur... vu qu'il y a des juifs berbères, des berbères musulmans. Je ne suis pas calée, là. Voilà. Lucette répondra mieux que moi, je ne suis pas calée. Savoir un petit peu plus. Puis comme j'ai aussi entendu que, en parlant à des amies tunisiennes musulmanes, qu'elles pouvaient se dire arabes, mais en fait être ethniquement berbères, ou qu'en Tunisie... ethniquement, les personnes étaient majoritairement berbères, mais ont été arabisées. Je ne sais pas, je me pose les questions, en fait, de... Voilà, qui on est. Non, ça, c'est vraiment une très grosse question, là, oui. Qui nous éloigne pas mal du sujet d'aujourd'hui. Donc, bon, avant d'être arabisée, la population est berbérophone. Ouais. Alors, on dit les berbères, ça ne veut pas dire que c'est un groupe ethnique homogène. On ne sait pas ce qui se passait dans le néolithique ou avant, on ne sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est que les gens sont berbérophones, ils parlent le berbère. Et ils étaient majoritaires jusqu'à une période très avancée. Il y a eu des dynasties berbères. Et la dynastie la plus fanatique, celle qui a été la plus méchante à l'égard des Juifs, c'est les Almohades, et ils étaient des berbères. Hein. Bon, donc ces chéris, là, ils étaient victimes, etc. Ils n'étaient pas toujours victimes. Attention. Bon. Dans le cas de la Tunisie, il y a un tout petit pourcentage de berbérophones. Et alors, le berbère se maintient dans les maisons parce que les femmes parlent berbère, mais les hommes ont toujours été bilingues parce que pour travailler à l'extérieur, c'est comme pour les Juifs de Tunisie, parler l'arabe avec leurs concitoyens, si je puis dire, employer ce néologisme. Okay. Donc, pratiquement, les berbérophones sont bilingues et les Arabes, non. Et les Juifs étaient bilingues d'une certaine manière. Bon. Il y a maintenant un réveil berbère, au sens où les berbérophones du sud de la Tunisie veulent faire reconnaître leur langue, avoir des programmes, soit d'enseignement, soit de radio et télévision, etc., en berbère. Enfin, ils veulent mieux connaître l'histoire, leur histoire, et que ce soit intégré dans les programmes d'enseignement, etc. Il y a un mouvement. Ils sont beaucoup moins nombreux qu'en Algérie ou au Maroc. Bon, je crois, c'est tout ce qu'on peut dire là. Ne partez pas, je veux vous parler. Hein. Ah, monsieur. Oui, alors, monsieur. Bonsoir, association 123 Viva l'Algérie pour OTTVLA, 123 Viva l'Algérie TV. J'avais une question concernant les cimetières. Je sais qu'à un certain moment, pour en revenir, il y avait des problèmes pour certains cimetières chrétiens, mais c'était une histoire de business. Il y avait des gros promoteurs qui voulaient s'accaparer la super, etc. Donc on ne va pas développer, donc vous savez de ce dont je veux parler. Concernant, vous avez parlé du décret Crémieux. J'aurais aimé savoir déjà la proportion, parce que j'entends beaucoup comme je filme toutes les colloques, les conférences qui parlent sur le rapport franco-algérien. Souvent, monsieur Alain Ruscio, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être présent, l'historien qui est juste derrière moi, en rouge. Et ce sera peut-être l'occasion pour lui de développer plus en
en maillot rouge. Oui, voilà. Voilà, donc ce sera peut-être l'occasion de développer plus longuement dans une prochaine conférence. Vous avez parlé du décret Crémieux. J'aurais aimé savoir déjà, aujourd'hui, j'entends beaucoup de légendes urbaines, des gens qui disent nous, il n'y a plus de juifs en Algérie, il y en a très peu, etc. J'aurais aimé d'abord savoir la proportion de juifs avant le départ de la communauté, la proportion aujourd'hui, après le départ, beaucoup, et aussi quelles ont été les conséquences suite au décret Crémieux, et donc est-ce qu'il y a eu des conséquences sur les rapports juifs, arabes, musulmans, etc. Donc je pense que vous avez compris le sens de ma question. Bon, ça c'est une question relativement classique, c'est relativement facile. Voilà. Il y a d'abord un Senatus Consulte avant le décret Crémieux dans les années 60, 1860, qui propose la citoyenneté aux musulmans comme aux juifs, mais à condition qu'ils abandonnent leur statut personnel. Personne ne marche. Quelques poignées, mais vraiment, les gens ne sont pas intéressés. Donc Crémieux, qui est satisfait du modèle français d'assimilation des Juifs dans le droit français, depuis la Révolution française et par étapes. Okay, il est ministre de la Justice, il profite de cette situation pour décréter la citoyenneté française pour les Juifs d'Algérie. Le Mzab échappait parce que ce n'était pas encore conquis. Et donc ça n'a pas changé. C'était un peu compliqué du coup, parce qu'un Mzabite qui arrivait à Constantine et qui épousait une Juive de Constantine, ses enfants étaient-ils indigènes ou français? Vous voyez le genre de situation. Il y avait pas mal de problèmes de ce type. Mais enfin, c'est un petit groupe, n'en parlons pas. Donc, les Juifs se sont trouvés du jour au lendemain français. Certains n'ont pas accueilli la chose très favorablement, en particulier dans les milieux conservateurs, les rabbins, etc. Ils ne voulaient pas être dépossédés de leurs prérogatives, de leur leadership religieux ou de leur leadership, de leur autorité morale. Hop, on les évacue, on les remplace par des rabbins français, on institue le consistoire, toutes sortes de choses qui modifient complètement le fonctionnement des communautés et qui favorisent au fond l'adoption du modèle français de l'émancipation et d'une laïcisation de ceux qui ont... Les tribunaux rabbiniques aussi, on supprime les tribunaux. Oui, c'est ça, on uniformise comme en France et du coup, donc il y a le modèle français est adopté. Tout le monde n'y entre pas, les gens les plus pauvres ou moins scolarisés, etc., restent plus proches des traditions indigènes. Mais disons que le mouvement, c'est celui-là. Bon. Qu'est-ce que ça crée dans les relations entre juifs et musulmans? Les musulmans voient le rapport de domination inversé. Non seulement ils sont dominés par les Français, mais les juifs qui étaient normalement dans leur norme à eux soumis se trouvent maintenant plus proches des Français, des dominateurs. Alors, qu'il y ait eu de l'antisémitisme, eux, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils voient, c'est que les Juifs ont accès, par exemple, à des positions qui leur sont refusées à eux, parce qu'ils ne sont pas français. Alors, quelle position? On a exagéré l'ascension des Juifs d'Algérie. Quand on fait des recensements, on voit qu'il y a des dizaines de tailleurs, couturiers, cordonniers, savetiers. Je veux dire, ce n'est pas des positions très élevées. Mais il suffit qu'il y ait un facteur juif, un commissaire de police juif, un inspecteur, pour que ça provoque un sentiment d'injustice. Et voilà, ces gens-là profitent de la colonisation et pas nous. Alors que nous, on ne fait que recevoir les coups. Bon, voilà l'origine de ces tensions qui explosent ensuite, justement, dans ces incidents de 1934, que les autorités, que les dirigeants nationalistes ou réformistes ont essayé de couvrir en disant que c'était inspiré de l'étranger ou que c'est la faute des Français. Bon, essayant de calmer le jeu, mais bon. Tout ça pour simplifier la réponse. Est-ce qu'on a encore... Oui, moi, ce qui m'a frappé dans votre texte et aussi dans le vôtre, et c'est pour ça que nous avons ce titre Entre arabité et occidentalisation, c'est que l'antisémitisme colonial en Algérie, encore plus qu'en Tunisie, j'ai l'impression, est tellement violent que, en effet, les Juifs d'Algérie sont juridiquement français, mais qu'en réalité,
ils ne se mêlent pas aux Français de France et même à ceux aux Espagnols, par exemple, qui sont francisés parce qu'ils arrivent, mais qui, eux, sont... Et les Juifs ne sont pas des pieds noirs. Les Juifs ne sont considérés comme des pieds noirs qu'une fois qu'ils arrivent en France après 1962. C'est très clair dans votre livre. Moi, j'ai été frappée par cette intensité de l'antisémitisme colonial. On a l'impression qu'on avait une société française coloniale infiniment plus antisémite que la société française de France. Oui, nettement. Oui, en Algérie. Oui, nettement. Mais cela dit, ça n'empêche pas des amitiés, des relations de voisinage. Par exemple, lorsque Constantine grandit, s'urbanise encore plus, il y a des immeubles avec appartements. Les gens du même immeuble peuvent être juifs ou français d'origine espagnole ou italienne, et on est voisins, donc on collabore sur des tas de choses. Et il n'y a pas de musulmans dans l'immeuble. Donc la ségrégation est quand même là. En fait, ce que vous expliquez bien, c'est que la ségrégation, c'est la ségrégation des musulmans. Ben oui. Et qu'il y a... Voilà. Et puis, il peut y avoir, j'ai des témoignages de gens qui étaient de conditions modestes, qui disaient on faisait des pique-niques avec nos amis espagnols. Ça, c'est plausible, c'est possible avec des chrétiens, autrement dit, même si on ne mangeait pas la même nourriture. Mais avec des musulmans, non. Désormais, non, c'est ça aussi. Alors, j'ai bien regardé dans quel domaine c'est possible. Oui, le sport, la boxe, la musique. Les musulmans et les juifs sont dans les mêmes orchestres. La franc-maçonnerie, non. Parce que la franc-maçonnerie essaye de mettre les juifs à distance. Et donc, j'ai pas vu de coexistence. L'école, non. Parce qu'il y a une plus grande scolarisation des juifs que des musulmans. Oui. Et donc, il y a 2 ou 3 élèves musulmans dans une classe jusqu'aux années 50. C'est-à-dire, bon. Et donc, la fraternisation, elle est assez limitée. On n'habite pas les mêmes quartiers. Il y a ce qu'on appelle le village arabe ou le village nègre. Oui, le village nègre. Ce qu'on appelle le village nègre, c'est en fait une espèce de bidonville occupé par les musulmans qui s'est créé autour des grandes villes dans le processus d'urbanisation. Et ben, les enfants qui vont à l'école, ils rejoignent leur quartier et on ne se fréquente pas après l'école. Voilà, c'est ça la société coloniale. C'est le cloisonnement et la hiérarchisation. Les hiérarchies. Je vais me permettre de citer Albert Memmi. Le racisme résume et symbolise la relation fondamentale qui unit colonialistes et colonisés. Je suis contente que vous l'ayez évoqué. Voilà. Monsieur Dayan ? Oui, merci. Juste un petit mot sur la question de... Enfin, ce que vous avez dit, les Juifs ne sont pas des pieds... Pardon, merci. Les Juifs rapatriés d'Algérie ne sont pas des pieds noirs. Je comprends ce qu'on peut entendre par là. C'est-à-dire qu'ils ne s'identifient pas à ce qu'a pu être l'Algérie française, enfin les mouvements Algérie française, ultra, etc. Mais enfin, après, c'est juste mon témoignage et il vaut ce qu'il vaut. Et je ne peux pas lui donner un poids statistique. Mais moi, ce que j'ai vécu enfant, et pas seulement, c'est que dans beaucoup de familles juives d'Algérie, comme la mienne, il y avait quand même une adhésion très profonde aux Lumières, disons. Le décret Crémieux, c'est le début de la Troisième République. Et il y a l'école, Et donc, quand on parle de ségrégation ou de société pieds noirs profondément antisémite, c'est vrai, mais c'est pas tout un, en fait. Et il y a aussi, comme partout en France à l'époque et dans l'entre-deux-guerres, etc., des groupes qui portent des valeurs progressistes. On a parlé de l'engagement d'un certain nombre de juifs algériens ou tunisiens du côté de la lutte pour l'indépendance, etc. Donc c'est compliqué. Moi, ce que j'ai connu, c'est des Français juifs d'Algérie qui étaient assimilés sur la question des valeurs, en fait, qui adhéraient complètement. Et donc, en ce sens... ça transcendait un peu tous les aspects de ségrégation dont vous parlez. Oui. Je suis d'accord avec vous. Les Juifs des 3 pays, et surtout de l'Algérie et de la Tunisie, ont cru à la France des Lumières.
Et donc, dès que la page vichiste a été tournée, on était de nouveau fidèle à ces valeurs. Ce que je dois dire quand même, c'est que quelqu'un comme Bourguiba, il les partageait, ces valeurs. Ouais. Il y avait beaucoup d'Algériens ou de Tunisiens qui les avaient épousées et qui auraient voulu qu'elles soient appliquées à leur pays. Et que peut-être une des dimensions des révolutions de la révolution qui s'est déclenchée en 2011 en Tunisie, c'est qu'il y a un courant laïque, un courant démocratique qui va dans ce sens. Et donc il y a d'un côté les salafistes, mais d'un autre côté un courant qui essaye de protéger un espace ou peut-être même de l'agrandir, et qui est dans cette lignée des Lumières. Alors je vois que malheureusement nous allons être pris par le temps. Il y a encore une demande de parole non, il est 8h30. Là, parce qu'il va être 8h30. Oui, ça ne va pas être possible. Parce que je veux parler à M. Psyka avant qu'il s'en aille. Bon. Alors, nous allons nous séparer, mais moi ce que je voudrais dire, c'est que j'ai trouvé merveilleux qu'il y ait cet échange de témoignages entre le témoignage de nos auteurs et les témoignages familiaux vécus de toute la salle. Merci.